Chaque année, des milliers de personnes envahissent les côtes méditerranéennes. L'une des destinations touristiques les plus populaires au monde. Une région qui abrite des sites historiques exceptionnels. Ces constructions cachent des secrets qui ne se trouvent pas dans les livres. Grâce à quelques démonstrations techniques, je lèverai le voile sur les mystères de ces monuments plusieurs fois millénaires. Les Égyptiens ont bâti des triangles géants. Les Grecs ont préféré les rectangles. Et les Romains ont construit le cercle parfait. En tant que géologue, je suis convaincu que l'histoire des différentes civilisations a été influencée par la pierre. Je vais vous démontrer comment les styles et les formes des plus célèbres monuments anciens reposent sur ce que la nature avait mis à la disposition de la population. La première escale de mon périple géologique est le Caire, en Égypte. D'un point de vue touristique, c'est une ville étouffante, poussiéreuse et plutôt chaotique. En bref, le Caire a tout ce qu'il faut pour éveiller les sens. En plus des immenses mosquées médiévales, son centre abrite de nombreux souks. J'ai l'air ridicule? C'est vrai? Ouais. On peut également s'essayer aux passe-temps locaux. C'est bizarre cette cornemuse. Loin de l'effervescence de l'Égypte moderne, la plupart des visiteurs viennent ici pour admirer l'héritage de ses illustres ancêtres. Et je pense à un site bien particulier. Ce qu'on vient tous voir, c'est la dernière des 7 merveilles du monde qui est encore sur pied. À 30 minutes de route du Caire se dresse le plus célèbre héritage architectural de l'Égypte antique. Le trajet est un peu périlleux. Mais si vous survivez à la course en taxi, vous admirerez un site splendide. Ce sont les fameuses pyramides de Gizeh, datant de la 4e dynastie des pharaons. La plus imposante est la Grande Pyramide. Haute de plus de 146 mètres à l'origine, elle a été bâtie sous le règne du pharaon Khéops et achevée vers 2530 avant Jésus-Christ. La pyramide de son fils Képhren est moins élevée et sa construction s'est achevée 30 ans plus tard. La plus petite des 3 principales pyramides est celle de Mykérinos, terminée vers 2470 avant Jésus-Christ. Savoir qui a construit quoi et quand est très intéressant, mais pour être honnête, je m'y perds un peu dans tous ces noms et toutes ces dates. D'un point de vue géologique, les guides oublient toujours de mentionner les éléments les plus intéressants. Les pierres. Vous savez d'où viennent les pierres ayant servi à la construction de la pyramide? Je ne sais pas, mais ces messieurs là-bas savent tout. On le sait peut-être en russe, mais pas en anglais. Vous parlez anglais? Non. Un petit peu? Non? Rien? C'est pas vrai. Je voudrais savoir d'où viennent les pierres de la pyramide. Ce sont de très belles pyramides. Et ils me prennent pour un fou. Personne ne sait d'où viennent ces pierres. C'est vraiment frustrant. Sincèrement, je ne sais pas. Je ne sais pas, non. À l'aide. Comment se sont formées les pierres? Je sais pas, dites-nous.
Ces énormes blocs de pierre n'ont pas toujours été inertes comme ils le sont aujourd'hui. Et ils n'étaient pas aussi secs et poussiéreux. Autrefois, il s'agissait de créatures vivantes évoluant dans les océans. Je vais maintenant remonter le temps et découvrir comment des animaux ont pu se transformer en pierre. Imaginez que je suis revenu à l'ère Éocène, un bond dans le passé de 50 millions d'années. Oui, je sais, les bateaux n'existaient pas à l'époque, mais on va faire comme si. Donc les dinosaures s'étaient éteints et cette partie du monde était plus humide qu'aujourd'hui. L'Égypte actuelle était entièrement recouverte par la mer Tétis. La Tétis était immense. Elle faisait plus de 5 fois la taille de la Méditerranée et s'étendait des Alpes à l'Himalaya, même s'il n'existait pas encore. Mais au-delà de sa taille, la mer Tétis était une immense usine à pierre qui aura permis la construction des plus grands monuments d'Égypte. La matière première de cette usine subaquatique était la faune marine. La Tétis regorgeait de créatures dont les descendants peuplent encore les océans aujourd'hui. Mais seules certaines espèces ont contribué à la création des pierres utilisées pour la construction des pyramides. Les animaux géologiquement importants sont ceux qui n'avaient pas de colonne vertébrale, c'est-à-dire les invertébrés, les palourdes, les escargots, le corail, mais surtout les milliards de tonnes de plancton microscopique. Même s'ils n'ont pas d'ossature, le plancton et les autres invertébrés ont des parties solides qui contiennent une substance appelée carbonate de calcium, l'ingrédient clé pour la fabrication des pierres. À la mort de l'animal, sa chair était mangée ou se décomposait. Seuls restaient les morceaux calcifiés qui reposaient sur les fonds marins. Pendant des millions d'années, des tonnes et des tonnes de restes d'animaux se sont accumulés dans les profondeurs. Imaginez cela comme un sandwich géologique dont les restes seraient des animaux sans vie. Non, pas ça, je vais prendre ça. Non, je veux prendre ça. Oui, on y est presque. Ah non, je ne veux pas ça, ça a l'air répugnant. Ok. Doucement mais sûrement, les couches d'animaux morts ont été écrasées et compactées. Pas par une main géante, mais par le poids de l'accumulation permanente des corps. Les animaux marins se déposaient sur le sol sous forme de fragments ou de sédiments, créant une sorte de sandwich de pierre façonné sur des millions d'années. Ce sont les roches sédimentaires. Ce qui était autrefois des créatures marines vivantes se sont transformées en une sorte de roche sédimentaire appelée calcaire. Parfois, si on regarde bien, on peut voir que cette roche sédimentaire cache encore des restes d'animaux. Mais cette accumulation de calcaire sur les fonds marins n'était pas utilisée comme matériau de construction, à moins d'être un poisson avec un permis de construire. Les Égyptiens de l'Antiquité n'ont pas eu à aller chercher la pierre puisque la pierre est venue à eux. En
En géologie, rien ne reste immobile très longtemps. Avec le temps, l'un des plus grands moteurs de la nature a déplacé le calcaire des fonds marins jusqu'aux premiers bâtisseurs. Imaginez que cet œuf soit la Terre. La coquille est la croûte terrestre, mais elle n'est pas solide. Elle se casse en un certain nombre de morceaux appelés plaques lithosphériques. Celle-ci, c'est la plaque africaine qui dérive au nord vers la plaque eurasienne. Sous l'effet de ces mouvements continentaux, des morceaux des fonds de la Thétis ont été soulevés au-dessus du niveau de la mer pour devenir la base de la Basse-Égypte. À Gizeh, c'est avec cette même roche calcaire que les pharaons ont décidé de bâtir leurs pyramides. On pense que ces immenses constructions étaient des demeures d'éternité, l'endroit dans lequel devait reposer le pharaon pour son voyage dans l'au-delà. Obsédés par la vie après la mort, les pharaons pensaient que pour garantir l'immortalité de leur esprit, leur corps devait être préservé pour l'éternité. Il fallait également que leur corps soit proche des étoiles et du soleil. Et pour permettre l'ascension de leur esprit vers le ciel, leur maison funéraire devait être la plus haute possible. D'un point de vue géologique, il existe une explication beaucoup plus pratique à la construction des pyramides. Tout d'abord, la longévité éternelle passe par la construction d'un mausolée en pierre. Grâce au phénomène géologique, les pharaons avaient une énorme quantité de roches calcaires à leur disposition. Mais ces bâtisseurs ont été doublement chanceux puisque les pierres étaient déjà sous forme de blocs prêts pour la construction. Une division naturelle due à l'énorme collision entre l'Afrique et l'Europe. Imaginez que cette barre de chocolat soit une couche de calcaire située à l'avant de la plaque africaine. À cause de la collision, la plaque africaine passe sous la plaque eurasienne. Maintenant, si j'exerce une pression, on peut voir qu'il se forme une série de fissures. En exerçant cette pression vers le bas avec mes doigts, j'envoie une énergie dans la barre qui forme les fissures. Nous sommes sur la colline de Mokattam, surplombant le Caire. C'est ici que la plupart des pierres des pyramides ont été extraites. Le calcaire s'est fissuré, créant ainsi d'immenses blocs qui ont ensuite été détachés et utilisés pour la construction. Les pharaons disposaient de tonnes de pierres pour bâtir leurs tombeaux. Mais pour se rapprocher du ciel, il leur fallait des bâtiments très hauts, je dirais même gigantesques. Pour la construction de la grande pyramide juste derrière moi, il a fallu près de 2 500 000 blocs de pierre géants, pesant bien plus de 2 tonnes chacun. La main-d'œuvre devait être phénoménale, et encore une fois, la géologie a apporté sa contribution. Sous la forme du Nil. Le Nil est le plus long fleuve du monde et la force vitale de l'Égypte. Sans lui, la civilisation égyptienne ne se serait jamais développée de la même façon. Le fleuve prend sa source à plus de 3200 km de là, dans les montagnes d'Afrique de l'Est. Le Nil traverse toute l'Égypte pour se jeter dans la Méditerranée. Au temps des pharaons, chaque année pendant 3 mois, des pluies diluviennes au cœur de l'Afrique provoquaient la crue du Nil en Égypte. Les inondations ne sont généralement pas vues d'un bon œil, mais dans ce cas-là,
Elles étaient essentielles pour irriguer les terres cultivables de chaque berge en y déposant un précieux limon. Et pendant la durée de la crue, des milliers d'agriculteurs se retrouvaient sans travail. Un moyen pour le pharaon de faire d'une pierre deux coups. Les ouvriers impatients devaient être occupés, et comme les vacances d'été n'existaient pas encore, le pharaon a eu l'idée de leur faire construire une pyramide. On estime qu'environ 20 000 hommes ont travaillé par période de 3 mois pendant plus de 20 ans pour construire la grande pyramide. Mais parmi toutes les formes que les pharaons auraient pu choisir pour leur dernière demeure, pourquoi avoir choisi la pyramide? Si vous voulez entasser des pierres le plus haut possible, une seule forme vous permettra d'atteindre cet objectif plus facilement que les autres. Les Égyptiens en étaient-ils conscients? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont choisi d'imiter une forme naturelle. Les montagnes. Les montagnes et les pyramides doivent lutter contre la gravité et supporter leur propre poids. Et la forme triangulaire de la pyramide est très efficace pour répartir la charge. Les pierres situées au sommet n'ont que leur propre poids à supporter. Mais plus bas, là où le poids est plus important, il faut plus de pierres pour supporter leur charge. Les bâtisseurs de pyramides ont profité de la solidité naturelle des pierres sur lesquelles ils ont exercé la même pression que dans les profondeurs de la mer Tétis. Mettez des blocs de calcaire sous pression en les empilant les uns sur les autres et vous obtiendrez une solidité éternelle. On dirait un grand couvercle. Je ne dis pas que les pyramides ne sont pas d'incroyables créations, mais si je devais me montrer difficile, je dirais qu'elles ont quand même un gros inconvénient. Malgré la taille monstrueuse de ces constructions, l'espace qui se trouve à l'intérieur n'est pas plus grand que ce quart. Je suppose qu'un espace restreint, confortable et facile à entretenir fait l'affaire. Pour un mort. Mais les Égyptiens voulaient également construire de magnifiques monuments où les dieux seraient vénérés par les vivants. Ils ne voulaient pas une tombe triangulaire, mais un temple à toit. Et pour ça, il faut descendre vers le sud. En avant! Voici le temple d'Amon, à Karnak, une merveille de créativité architecturale. Cet ensemble d'édifices religieux doit sa beauté à des pierres. Bâti vers 2000 avant Jésus-Christ sous Sésostris Ier, c'est le plus grand des temples égyptiens. Plutôt impressionnant pour un château de sable géant. Lorsque les Égyptiens ont bâti ce temple, ils ont été contraints de faire avec ce que la géologie leur avait offert. Tout comme pour les pyramides, les bâtisseurs se sont tournés vers les pierres locales. Mais ce ne sont pas les mêmes que dans le nord. C'est à moins d'une journée de voiture au sud des pyramides, mais ici, les Égyptiens ont utilisé une autre roche sédimentaire qu'on appelle le grès. Souvenez-vous qu'il fut un temps où l'Égypte était entièrement immergée sous la mer Tétis. Ce qui deviendra Luxor se trouvait tout près de l'ancienne côte. Au fil des millénaires, des rivières préhistoriques ont emporté d'énormes quantités de sable dans l'océan. Une fois compactée, cette accumulation de sable a formé le grès. Comme d'autres types de roches sédimentaires, le grès est un très bon matériau de construction. Imaginez que ces gaufrettes sont des couches de grès. Tout comme pour les pyramides, vous les empilez, vous appuyez et vous pouvez voir que c'est très solide. Le matériau idéal pour construire des murs gigantesques. Les Égyptiens ont dû trouver un moyen pour construire un toit.
Ils ont découvert que les roches sédimentaires, que ce soit le grès comme dans le cas présent ou le calcaire utilisé pour les pyramides, avaient deux principaux défauts. Pour soutenir un toit très large, il faut des sortes de colonnes. Et pour pouvoir faire des colonnes en grès, le plus efficace aurait été d'extraire de grandes longueurs horizontales et de les faire basculer à 90 degrés pour les mettre debout. Mais regardez ce qui se produit. La pierre se brise. Les roches sédimentaires ne sont solides que lorsqu'elles sont soumises à une pression. Les couches internes étant compressées entre elles, exactement comme au moment de la formation de la pierre. Les bâtisseurs de temples ont donc été obligés de tricher. Cette grande pièce située au centre du temple est appelée la grande salle hypostyle. Pour construire ces colonnes géantes, les Égyptiens ont découpé le grès en blocs arrondis. En les empilant les uns sur les autres, ils ont réussi à créer et à maintenir de très hautes colonnes cylindriques. Les Égyptiens avaient alors les structures porteuses dont ils avaient besoin. Ils pouvaient donc construire un magnifique toit en pierre. Ce qui soulève un autre problème. Comment garantir la stabilité de ce toit ? Des blocs de grès peuvent être soutenus aux extrémités par des colonnes, mais au centre, la structure est soumise à la gravité. Et c'est ce qui posait problème aux Égyptiens. Si vous écartez trop les colonnes, le toit s'effondre. Afin de contourner le problème et de maintenir les blocs de pierre qui s'étendent au-dessus de tout le hall, les bâtisseurs ont entièrement rempli la pièce avec plus de 130 colonnes géantes. Les guides vous diront probablement que cette salle de colonnes a été créée délibérément dans le but de représenter un marécage de papyrus. Mais en tant que géologue, j'ai une autre idée sur la question. Étant donné les propriétés des pierres qu'ils avaient à disposition, c'était le seul moyen de soutenir un toit aussi large en pierre. C'est un spectacle incroyable, mais on a l'impression d'être dans un entrepôt de colonnes. Désireux de créer des temples démesurés, les Égyptiens ont développé la capacité de transformer les pierres en colonnes et en traverses, également appelées poteaux et linteaux, ce qui est devenu le principal moyen de soutenir des toits lourds. Dans la loterie géologique de la Méditerranée, les Égyptiens ont obtenu des matériaux qui leur ont permis de bâtir ces chefs-d'œuvre d'architecture. Mais nous ne sommes certainement pas les premiers à admirer ces immenses monuments en pierre. Parmi les premiers visiteurs, on trouve les Grecs, qui n'en sont pas repartis qu'avec des souvenirs. Ce qu'ils ont appris des tailleurs de pierres égyptiens leur a permis de faire encore mieux. La Grèce est l'une des destinations touristiques les plus prisées de la Méditerranée. Même si la plupart d'entre nous choisissons les îles, Athènes est le meilleur endroit pour admirer le style architectural de la Grèce antique. Plus de 1000 ans après la construction de Karnak, la civilisation grecque était en plein essor. Les Grecs voyaient les choses en grand et voulaient construire des monuments impressionnants. Mais tout comme les Égyptiens avant eux, ils ont dû faire avec les matériaux qu'ils avaient à leur disposition. Le climat étant plus humide, de vastes forêts ont poussé sur les collines. Et jusqu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, les Grecs se sont servis du bois pour soutenir le toit de leur temple. Mais bien qu'abondant, le bois brûlait et se décomposait facilement. Et sa faible résistance limitait la taille des toits qu'il pouvait soutenir. Et c'est pour ça que les Grecs ont vraiment été enthousiastes quand des voyageurs sont revenus d'Égypte avec des techniques permettant de construire des colonnes en pierre cylindrique. Je vous avais bien dit que les pierres étaient importantes.
Les Grecs n'ont pas tardé à appliquer leurs nouvelles compétences en remplaçant leurs colonnes en bois par des colonnes en pierre taillée. Mais la géologie n'avait pas muni la Grèce des mêmes matériaux. En plus du calcaire, toujours disponible, les Grecs avaient une chose très spéciale que les Égyptiens n'avaient pas. Une roche qu'on appelle marbre. Le marbre a séduit les Grecs. Lorsqu'ils l'ont découvert, ils ont abandonné tous les autres matériaux de construction. Et c'est à cette roche que la Grèce antique doit sa renommée architecturale. Le marbre est apparu pour la première fois sous forme de calcaire, mais il y a des millions d'années, un phénomène a transformé un type de roche en un autre. Ce gâteau aux couches horizontales ressemble au calcaire. Mais celui-ci est complètement différent. Les couches ont été écrasées et compressées pour produire des ondulations, exactement comme le marbre. Pour comprendre comment le calcaire s'est transformé en marbre, il faut remonter le temps. Je remonte 190 millions d'années en arrière pour revenir à l'ère jurassique, époque où le marbre a commencé à se former. C'est une piscine d'hôtel des plus classiques, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin pour expliquer comment la géologie a pu transformer le calcaire en marbre. Et pour faire cette démonstration, il va falloir que je me mette à l'eau. C'est froid. Et il me faut du matériel. Souvenez-vous, la croûte terrestre est divisée en plusieurs plaques. Imaginez que le matelas rouge est la plaque africaine et que le bleu représente la plaque eurasienne. Les plaques se déplacent sur le manteau de la Terre et ces deux-là sont sur le point d'entrer en collision. La plaque africaine se déplaçait vers le nord, tout droit vers l'Europe. Il s'est alors produit une énorme collision qui a écrasé le calcaire. Mais les conséquences géologiques ne s'arrêtent pas là. Comme la plaque africaine était plus lourde, elle a été engloutie sous la plaque eurasienne, formant ce qu'on appelle une zone en subduction. À ce moment-là, les particules formant les roches sédimentaires ont été compressées. Mais il y a un autre ingrédient important, la chaleur. Lorsque la plaque africaine a été poussée sous l'autre plaque, la roche s'est rapprochée du cœur de la Terre où elle a été chauffée. La température élevée et la pression ont fait grossir les particules de roche et former de nouveaux cristaux, transformant la roche sédimentaire en roche métamorphique, dont la plus importante pour les Grecs était le marbre. Les roches métamorphiques apparaissent sous différentes formes. Toutes ont été physiquement altérées par la chaleur et la pression que l'on trouve sous la croûte terrestre. Le marbre grec a été créé dans les profondeurs de l'océan. Et le mouvement des plaques il y a 12 millions d'années l'a fait remonter des profondeurs. Par chance, la nature a offert aux Grecs une immense colline de marbre de qualité. Nous sommes au mont Pentélique, qui se trouve tout près d'Athènes. Et tout ce que vous voyez autour de vous, c'est du marbre. Cette paroi rocheuse fait partie des sites utilisés par les Grecs pour extraire un marbre blanc très pur.
Et c'est avec cette roche qu'ils ont bâti certaines de leurs constructions les plus célèbres. Venez voir par là. Ils avaient même une route en marbre pour descendre les pierres jusqu'à la ville. Munis de leur propre marbre et des techniques de construction égyptiennes, les Athéniens se sont mis au travail. Je suis devant le célèbre Acropole qui se dresse au-dessus d'Athènes, l'une des plus grandes merveilles architecturales du monde occidental. Pas moyen de le manquer, il y a des murs de marbre partout. Perché au sommet de ce plateau rocheux se trouve un monument qui incarne plus que n'importe quel autre la gloire de la Grèce antique. Le joyau de l'Acropole est le Parthénon. C'est le plus grand temple de la Grèce continentale et c'est le seul qui soit entièrement construit avec du marbre du Pentélique. Il est dédié à la protectrice d'Athènes, la déesse Athéna. Sa construction a duré 9 ans. Achevé en 438 avant Jésus-Christ, le Parthénon est haut de 31 mètres et large de 70 mètres. Le temple devait accueillir la statue géante de la déesse. Il fallait donc qu'il soit imposant et fait d'une pierre d'une grande qualité. En son temps, le Parthénon devait être un édifice en marbre blanc aveuglant. Il est loin d'atteindre la taille du temple de Karnak et des autres édifices égyptiens, mais grâce au marbre, le Parthénon est beaucoup plus élégant et bien plus élaboré. À l'origine, il y avait 46 colonnes en marbre autour du sanctuaire. Et ces colonnes étaient beaucoup plus minces que tout ce que les Égyptiens avaient réalisé avec le grès. La richesse de l'architecture grecque ne s'arrête pas là. Non loin du Parthénon se trouve une autre merveille en marbre. Ce temple très élancé est appelé l'Érectéion. Il est dédié à la déesse Athéna et au dieu Poséidon. Ici, le marbre a été utilisé pour faire des piliers plus fins et richement ornés. Une conception qui allait devenir une base de l'architecture grecque. Le secret du marbre se trouve dans le processus de sa création. Sa structure cristalline le rend très solide et les colonnes peuvent supporter beaucoup plus de poids que celles faites de roches sédimentaires. Les linteaux en marbre peuvent également surplomber de plus grands vides sans se briser au milieu. Ce qui a permis aux Grecs d'ouvrir leurs monuments, donnant ainsi une impression d'espace. Les propriétés du marbre en font également un matériau idéal pour la sculpture. Ce qui a offert aux artistes grecs la possibilité de sculpter des statues richement ornées aux détails très réalistes. À l'origine, le marbre avait été choisi pour remplacer le bois comme matériau de construction. Mais les Grecs en ont fait une véritable forme d'art architectural, laissant derrière eux le plus beau des temples rectangulaires. Mais parmi les anciennes civilisations, il y en a une qui a vraiment touché le jackpot géologique. Et ce qu'elle en a fait a changé l'architecture pour toujours. Direction l'ouest et l'Italie à la découverte de la civilisation romaine. Me voilà au cœur de l'ancien empire romain. Je suis à Rome et nous allons découvrir pourquoi la géologie a fait aux Romains le plus beau des cadeaux. Fondée en 753 avant Jésus-Christ sur les rives du Tibre, Rome est un mélange parfait d'antiquité et de modernité. Malgré l'effondrement de l'Empire, la Rome antique est encore bien présente aujourd'hui grâce à d'impressionnants monuments qui n'ont rien perdu de leur grandeur. À première vue, on a l'impression que la plupart de leurs constructions étaient faites de briques.
Cette montagne de briques est le marché de Trajan. Il a été construit pendant le règne de l'empereur Trajan vers 114 après Jésus-Christ. Les briques utilisées pour la construction de cet ancien marché ont été fabriquées à base de boue et d'argile provenant des berges de la vallée du Tibre. Mais l'esprit pratique des Romains leur a permis d'élaborer une stratégie ingénieuse pour rendre les briques très résistantes. Grâce à des fours à bois qui leur servaient à cuire leurs petites briques d'argile, les Romains ont créé un matériau résistant et incroyablement solide pour leur construction. Mais la boue qu'ils ont utilisée pour faire ces briques n'est pas le don de la nature dont je vous parlais. Alors que les Égyptiens avaient les roches sédimentaires et les Grecs le marbre métamorphique, les Romains avaient quelque chose de bien plus résistant. Derrière ces briques, il y a la clé de la création de certains des monuments les plus spectaculaires. Derrière les briques se trouve un élément que les bâtisseurs romains ont pu utiliser grâce à un phénomène géologique impressionnant qui s'est produit à leur porte. Si vous recherchez un endroit ensoleillé, je ne suis pas sûr que les volcans fassent partie de vos destinations favorites. On a tendance à les considérer comme l'une des forces naturelles les plus destructrices. Balayant des édifices, des villes et même des civilisations plutôt que de permettre leur création. Vous ne le voyez pas à cause de tous ces nuages, mais je suis sur le mont Vésuve, bordant la baie de Naples, quelque part par là. Et bien qu'il soit encore en activité, aucun danger n'a été signalé pour le moment. Mais en 79 après Jésus-Christ, il y a eu une énorme éruption. Deux de ses plus célèbres victimes sont Herculanum et Pompéi. L'éruption du Vésuve a tué des milliers de personnes en quelques minutes, leur chair vaporisée par l'intense chaleur. Des corps sont restés figés dans la pierre. Les volcans de la région sont entrés en éruption pendant des milliers d'années avant la disparition de Pompéi. Et de leur nature destructrice sont nées toutes sortes de roches. Et l'une d'entre elles va devenir l'ingrédient magique qui va bouleverser l'architecture romaine. Les volcans entrent en éruption quand une roche en fusion appelée magma remonte des profondeurs vers la surface. Mais l'éruption peut prendre différentes formes. Une forme déterminée par les effets du gaz sous pression. Ce gaz est de la vapeur d'eau soumis à haute pression provenant des roches environnantes. Comme dans cette canette de bière, le magma liquide contient des bulles de gaz. Si ce gaz s'échappe doucement, le magma remonte à la surface calmement et s'écoule sous forme de roches liquéfiées. Mais si le gaz reste prisonnier du magma, la pression monte. Et quand le magma émerge, le gaz s'échappe d'un coup. Tout comme mon champagne a explosé sous forme de mousse, le gaz volcanique sous pression désintègre le magma en petits morceaux. Ce qui crée un nuage de cendres volcaniques. C'est exactement ce qu'il se produit chaque fois qu'il y a une éruption volcanique dans cette région toujours active qu'est la Campanie, près de la ville de Pouzzoles, dans la province de Naples. Et les éruptions qui ont eu lieu dans cette région il y a 12 000 ans produisaient une grande quantité de cendres. Et c'est de cette cendre, ces minuscules fragments de roche, dont je vous parlais tout à l'heure. Les bâtisseurs romains de l'Antiquité se sont dit qu'ils pouvaient tirer profit de cette cendre volcanique. En faisant leur mortier, ils ont découvert qu'au lieu de mélanger de la chaux et du sable, ils pouvaient obtenir un meilleur résultat en combinant la chaux à la cendre.
Les Romains ont créé un mortier extrêmement solide, qui résistait même à l'humidité. Il semblerait que l'explosion produisant la cendre volcanique lui ait donné des propriétés chimiques particulières. Quand ils ont mélangé la cendre volcanique à la chaux, les deux substances ont fusionné, formant des liens très forts et irréversibles. Mais la cendre allait jouer un rôle encore plus important. Elle allait servir d'ingrédient clé pour une innovation romaine unique. Le summum de leur génie a été de combiner le mortier à base de cendre avec des morceaux de gravats. Ils ont obtenu un matériau de construction dont les Grecs et les Égyptiens auraient rêvé. Une roche artificielle appelée béton. Le béton des Romains est une incroyable découverte. Il se prépare rapidement et résiste à l'humidité. Le matériau idéal pour les aqueducs et les thermes. Il peut même être immergé et servir à la construction des ports. Les Romains sont également à l'origine d'un autre matériau de construction obtenu par l'association de béton et de briques cuites au four. Et ne vous laissez pas aveugler par tout ce marbre qui cache bien souvent ce fameux mélange. Grâce à sa malléabilité, le béton a permis de donner de nouvelles formes aux bâtiments. C'est à partir de cette découverte que les Romains ont commencé à créer des arches. Les Égyptiens et les Grecs avaient construit des arches, mais ils les laissaient bien souvent sous terre pour les caves et les égouts. Les Romains ont compris qu'elles pouvaient prendre bien plus de valeur à la lumière du jour. Et ils en ont fait très bon usage pour la construction du Colisée. Achevé en 80 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Titus, le Colisée était le lieu dédié au divertissement puisqu'il pouvait accueillir 50 000 spectateurs. C'est ici que se tenaient les fameux combats de gladiateurs. Au centre de l'arène s'affrontaient des combattants herculéens qui se mesuraient aussi à des animaux sauvages. Toute la structure du Colisée est soutenue par des centaines d'arches. L'arche remplit parfaitement bien son rôle grâce à sa capacité à répartir le poids. Les deux côtés de l'arche s'appuient l'un contre l'autre. Ce qui veut dire que le poids qui se trouve au-dessus n'appuie jamais au milieu. En fait, il exerce une pression sur les côtés et redescend vers la base. Contrairement à des piliers soutenus par une poutre, aucune force ne s'exerce sur l'arche. Ce qui signifie qu'elle peut non seulement supporter un poids beaucoup plus important, mais aussi s'étendre sur des largeurs beaucoup plus grandes. Ce sont les particularités de l'arche associée au béton qui ont permis aux Romains de construire leurs plus grands chefs-d'œuvre architecturaux. Voici le Panthéon, le roi des temples romains. Au cœur de la ville, il est l'une des constructions les mieux préservées de la Rome antique. Achevé en 125 sous le règne de l'empereur Hadrien, le mot Panthéon signifie littéralement « tous les dieux ». Et c'est à eux que ce temple est dédié. Pour moi, le Panthéon est le témoignage parfait de l'ingéniosité romaine. Vu d'ici, on dirait un temple rectangulaire grec, mais à l'intérieur, on découvre à quel point les Romains ont transformé l'architecture. Ils ont créé une immense pièce circulaire surplombée d'un énorme dôme en béton. Cette construction géante a un toit qui s'étend sur plus de 45 mètres de diamètre. Il s'agit de la travée la plus large de l'Antiquité. Et il faudra attendre plus de 1000 ans pour que cet exploit soit surpassé. Au milieu du toit se trouve une immense ouverture appelée oculus, ce qui permet au soleil d'entrer dans le bâtiment tout au long de la journée. On se demande comment un toit aussi immense peut tenir en suspension sans aucun soutien.
Contrairement aux temples à colonnes des Grecs ou à la salle hypostyle des Égyptiens, les Romains ont bâti un monument avec un immense espace intérieur dont le toit n'a aucun soutien. Le dôme est un hémisphère parfait. En observant attentivement, on se rend compte que le toit est un immense cercle soutenu par des arches. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune pression qui s'exerce au centre de la structure. Le poids du dôme est transféré sur les côtés, puis vers la base de l'édifice. Plus bas, la structure est soutenue par une série d'arches en briques et en béton construites dans les murs. Le monument est impressionnant, mais les Romains n'ont fait que copier la nature. Prenez cet œuf par exemple. En fait, ce sont deux dômes qui se rejoignent. Ils semblent fragiles, alors qu'en fait, c'est une structure extrêmement solide. Le diamètre de l'œuf est 30 fois plus important que l'épaisseur de la coquille. Et c'est exactement la même chose pour ce toit. Le Panthéon est un œuf géant. Mais cet œuf géant n'aurait jamais pu exister si la géologie n'avait pas offert aux Romains les matériaux nécessaires. En effet, la cendre volcanique n'est pas le seul cadeau que la nature leur a fait. Les volcans italiens ont fourni aux Romains une immense variété de roches. Les bâtisseurs du Panthéon les ont ensuite ajoutées au ciment pour produire un béton adapté à chaque situation. Pour les fondations, il fallait faire un béton avec des matériaux très lourds et très solides. Ils ont donc utilisé le basalte. C'est une sorte de lave qui s'échappe du volcan sous forme de roche liquide avant de se solidifier. C'est très dense et incroyablement résistant. Pour la partie intermédiaire, il fallait réduire le poids en utilisant un matériau plus léger. Une roche appelée tuf volcanique. Elle est légère parce qu'elle est composée de cendres qui ont été compactées au fil du temps pour former une roche. Et pour le dôme, il fallait un ciment extrêmement léger pour réduire son poids au strict minimum. Ils ont donc ajouté de la pierre ponce. Comme la cendre, elle se forme au moment des explosions volcaniques. C'est une roche ultra légère remplie de bulles d'air, à tel point qu'elle flotte sur l'eau. Grâce aux volcans, les Romains ont pu construire un édifice unique en forme de dôme. Le Panthéon est probablement l'une des plus grandes réussites de l'architecture romaine et ça a été un exemple pour les constructions à venir. Les monuments que j'ai visités dans ces différents pays ont tous une forme bien particulière. Et selon moi, ces choix ne sont pas seulement dus aux croyances et aux traditions d'une civilisation. La forme et le style des monuments anciens ont aussi été déterminés par ce que la géologie avait offert à chacune de ces régions. Et c'est une loterie qui a commencé il y a des millions d'années avant même l'apparition de l'homme, au moment où la Méditerranée s'est formée. La géologie a fourni la matière première aux différents peuples de l'Antiquité. Et en tirant profit de ce que la Terre leur offrait, les grandes civilisations ont chacune laissé des monuments exceptionnels que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Les pyramides égyptiennes rendent hommage à la roche sédimentaire. Les temples grecs marquent la victoire sur le marbre. Et l'activité volcanique a permis la construction des dômes romains.